Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 3 décembre 2024, qui est consacrée, dont on va vous parler tout de suite, de la vie de la dernière épouse de Fernand Léger. Voilà, une exposition qui s'appelle Une femme d'avant-garde, Nadia Léger, et qui retrace le parcours de cette femme, Nadia Léger, qui en fait est restée méconnue dans l'histoire de l'art, alors qu'elle a été très présente sur la scène artistique française après son arrivée à Paris, qu'elle a été peintre dès ses plus jeunes années, qu'elle a été éditrice de revues, collaboratrice de son mari Fernand Léger, directrice de son atelier, résistante, bâtisseuse de musées, et qu'elle n'a jamais lâché ses idéaux communistes, ce qui en fait quand même un CV assez consistant. Et donc c'est cette femme Nadia Léger qui signe également, qui est de plusieurs noms. Elle a signé Nadia Léger quand elle a épousé le peintre Fernand Léger en 1952. Elle a d'abord signé Nadia Kodosiewicz, qui est son nom de jeune fille. Wanda Nadia Chodasiowna, qui est Nadia Grabowska en fonction du nom de son premier mari. Enfin voilà, qui a utilisé plein de différents noms et qui a différentes identités, comme ses noms de résistante pendant l'occupation, Georgette Pénaud, et après en fait qui a épousé Georges Bocquet. Donc voilà, cette femme a signé de multiples façons, ce qui fait un petit peu écho on verra, à son œuvre qui est aussi diversifiée que tous ces noms en fait. Donc, qui est cette Nadia Léger, qui est née en 1904, une petite paysanne russe qui va devenir la milliardaire rouge. Donc, elle est née en Biélorussie, elle a 13 ans quand sa famille fuit les combats de la Première Guerre mondiale et la disette et qu'il se réfugie en Russie centrale. Elle est passionnée par le dessin et à 15 ans, elle s'inscrit au Palais des Arts qui est créé par le nouveau pouvoir soviétique pour apprendre le dessin. Et entre 1919 et 1921, elle poursuit à Smolek son apprentissage dans les cours principalement de Streminsky et de Malevich. Et là, on va voir qu'elle réalise des premières œuvres qu'on pourrait dire suprématistes. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus rien de ce travail-là. Fin 1921, elle arrive à Varsovie, elle s'inscrit à l'école des Beaux-Arts et elle côtoie en même temps l'avant-garde polonaise. Et en 1924, donc elle a 20 ans, elle épouse le peintre polonais Stanislas Grabowski et elle complète sa formation en arrivant à Paris en 1925 à l'Académie moderne qui est dirigée par Fernand Léger et Amédée aux enfants. Et là, elle fréquente les ateliers des artistes de Montparnasse et Fernand Léger confie alors à cette élève brillante la charge de professeur assistante dans sa nouvelle Académie d'art contemporain, une fonction qu'elle gardera jusqu'à la mort de Fernand Léger. En 1927, elle se sépare de son mari, ils ont une petite fille qui s'appelle Wanda, et là elle se lie avec Fernand Léger, elle côtoie aussi le peintre Georges Bocquet qui est devenu un élève de l'atelier, et elle crée une revue franco-polonaise qui s'appelle L'Art contemporain, dans laquelle collaborent notamment Pietre Mondrian, qui réalise des couvertures, ainsi que Hans Arp. Elle participe à Cercle et Carré et elle maintient des contacts avec l'avant-garde polonaise et elle supervise des travaux du groupe de l'Académie de Léger, tels que des panneaux peints pour le Rassemblement des femmes pour la paix. Elle fait plusieurs travaux. Et dans l'exposition, il y a une partie qui est consacrée aux œuvres des élèves de l'atelier Fernand Léger. Et il y a le cahier justement qui répertorie tous les élèves. Et en fait, il y a plus de 300 artistes qui sont passés par cet atelier, dont Louise Bourgeois, Nicolas de Staël, Sam Francis, vraiment des pointures, des gens qui sont devenus quand même célèbres dans le milieu artistique. Donc elle est aussi à un moment tentée par l'aventure surréaliste et elle va changer de style à la fin des années 30. Elle adhère au Parti communiste en 1933 et elle va se mobiliser avec l'atelier Léger en faveur du Front populaire. Là, elle va réaliser certaines œuvres pour étayer justement tout cet engouement. Et elle va même travailler avec Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, c'est une architecte qui est connue, quoi. Voilà. Et elle va signer des premières œuvres engagées. Et c'est à partir de cette date, en fait, qu'on va se sentir plus l'influence de son mari, Fernand Léger, notamment dans un portrait qui sert de couverture à
livre sur tout son parcours qui s'appelle Autoportrait, je crois, avec la femme au drapeau rouge, quoi. L'atelier Fernand Léger est installé à Montrouge et sous l'occupation, il ferme ses portes. Alors Fernand Léger, lui, va se réfugier aux États-Unis, tandis que sa femme entre dans la clandestinité et la résistance. Elle est agent de liaison pour les francs-tireurs et partisans. Et à la Libération, en fait, elle rouvre l'atelier et elle va mettre son talent au service du Parti communiste français, dont elle va décorer le congrès, les grands rassemblements de masse. Elle va faire des portraits géants des leaders communistes et soviétiques. Et on voit d'ailleurs l'exposition, on en parlera tout à l'heure, commence un peu par tout un panthéon aussi des personnes qu'elle a croisées et qui ont été marquantes dans son parcours, quoi. Donc on aura autant des communistes russes que des portraits de Torres, de Duclos, de Chagall, etc., quoi. Elle va se marier avec Fernand Léger en 1952, donc assez tardivement, et donc elle va signer, en fait, après encore sous un différent nom, Nadia Petrova, une cinquantaine de toiles à la galerie Bernheim Jeune. Et là, elle va rentrer dans une veine de réalisme socialiste, et tout en assumant apparemment l'influence de son mari, elle signe des œuvres qui sont plus aboutis, comme des mineurs, La marchande de poissons, Mayakovsky, La paix, Corée 52. C'est des œuvres qu'on peut retrouver dans le parcours certaines œuvres dans le parcours de l'exposition. Et après la mort de Fernand Léger, donc en 1955, elle va consacrer une grande partie de sa vie à faire connaître, à montrer l'œuvre de Fernand Léger. Donc elle fait construire le musée Fernand Léger à Biot, qui est inauguré en 1960, en compagnie de Maurice Thorez et de Marc Chagall. Et en 1967, avec Georges Bocquet, avec qui elle s'est remariée, elle offre à l'État français le bâtiment, le parc et 385 œuvres. Donc il y a des peintures, des dessins, des céramiques, des bronzes, des tapisseries. Nous, on avait l'occasion de passer à Biot découvrir ce musée. Joueur sans cramping. Oui. Et le 4 février 1969, André Malraux, qui est alors ministre chargé des Affaires culturelles, reçoit officiellement la donation du musée, qui est le musée national Fernand Léger. Et en 1970, Nadia Léger transforme la maison familiale du peintre à Lisor en Normandie en ferme musée Fernand Léger. Voilà, tout en veillant à la conservation, à la valorisation de l'œuvre de Fernand Léger. Elle est l'unique ayant droit. Fernand Léger n'a pas d'enfant. Elle se consacre, en même temps, elle continue de travailler. Elle va faire des portraits après monumentaux qu'elle va offrir à la Russie, qui seront travaillés avec des céramistes. On les voit d'ailleurs, il y a un petit film à la fin de l'exposition où on voit ces portraits qui sont en mosaïque. Et donc ça va être offert à l'URSS et exposé à Moscou et installé dans divers lieux publics des villes de Russie. Donc à la fin, elle va avoir un travail qui est un peu différent, et elle va se retirer dans sa propriété de Calian, et elle va mourir en 1987, et elle repose dans un petit village du Var. Et en fait, Nadia Léger était vraiment... Le petit village du Var, c'est pas Biot? Non, c'est pas Biot. Ah non. Et donc, c'est un homme qui s'appelle Aymar de Châtenay, qui a permis, justement, Aymar du Châtenay, qui a permis de redécouvrir Nadia Léger. Il a fait 10 années de recherche, et il a rencontré par hasard l'œuvre de Nadia Léger chez ses petits-enfants. Donc elle a une fille qui s'appelle Vanda, qui a eu des enfants. Et en fait, Aymar de Châtenay doit avoir un cousin, je crois, qui est architecte, qui a eu l'occasion d'aller faire des travaux dans ce lieu, et qui par hasard va voir une œuvre sur un mur et demander ce que c'est, parce qu'il voit bien que c'est pas du Fernand Léger, mais ça l'intrigue. Et en fait, la petite fille va dire, oh, bah ça c'était une œuvre de ma grand-mère, elle peignait. Et là, il va découvrir effectivement toute l'œuvre de Nadia Léger, quoi. Et donc lui, il va consacrer, il va fouiller un peu partout, et il va faire un livre qui s'appelle Itinéraire d'une femme libre. Et comme il dit, c'est un livre vraiment de cœur, et c'est un livre anti-commercial, parce qu'on peut voir que c'est un pavé qui fait 4,7 kg, donc c'est vraiment pas un livre qu'on offre ou qu'on promène comme ça, quoi. Donc moi, je trouve que j'ai été effectivement séduite par la femme, complètement, par cette femme qui n'a rien, oui. qui a été sur tous les fronts, qui elle n'est pas partie aux États-Unis pendant la guerre, qui a quand même mis sa vie en péril en faisant de la résistance, quoi. En tant que communiste surtout.
Voilà. Et effectivement, par contre, elle a jamais remis en cause son engagement communiste et la personnalité de Staline. Voilà. Par contre, on peut le comprendre dans la mesure où elle, russe, a bénéficié quand même. C'est la Russie qui lui a permis de pouvoir se former, d'être peintre. En France, elle n'aurait jamais eu accès à des écoles d'art comme elle a pu l'avoir en Russie, quoi. Et en Pologne. Ouais, et en Pologne. Ouais. Une femme, oui. Avec Dominique, c'est un peu parfois un peu pénible parce que comme c'est une femme libre, cette artiste, alors là, il n'y a pas intérêt à sourciller quand elle en parle. Non, mais après, on va voir dans la deuxième partie, on va parler de son œuvre. Par le froid et la famine, dans les villes et dans les champs, à l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans. À l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans pour reprendre le rivage, le dernier rempart des Blancs. Par les monts et par les plaines s'avançaient les partisans. Par les monts et par les plaines s'avançaient les partisans. Notre paix, c'est leur conquête, car en 1917, sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les soviets. Sous les neiges et les tempêtes, ils sauvèrent les soviets. Les partisans, Catherine Ribeiro. Donc maintenant, effectivement, on va parler de l'œuvre de Nadia Léger, qui, en sortant, Robert tout de suite m'a dit oh, c'est une copieuse. Oui, c'est vrai, c'est une copieuse. Je suis désolé d'exprimer des choses comme ça, mais bon, je vais pas nier ce que tu adores chez ce personnage, c'est-à-dire sa liberté de femme, etc., ses engagements politiques, jusqu'au boutiste, parce que pour résister pendant 4 ans, pendant la dernière guerre contre les nazis, il faut quand même avoir la santé. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs au parcours de la fondatrice du musée de Dina Verny, oui, tout à fait. Elles ont même un peu le même physique. Oui, elles se ressemblent un petit peu, oui, c'est marrant. Non, je peux pas évidemment faire l'impasse sur les engagements de cette femme, sauf que pour son engagement artistique, qui est plus discutable de mon point de vue, ce qui peut expliquer aussi peut-être la gêne, mais ils sont facilement gênés, les milieux artistiques français, la critique française et pas vraiment une critique courageuse, comme ce qui se passe en ce moment avec notre président qui approuve l'invasion et la torture des gens de Gaza. Enfin bon, ça c'est une vieille histoire française de collabo. Mais c'est peut-être ma génération aussi, mais j'ai du mal
adhéré complètement à cette figure de l'art à cause justement de cette espèce d'addiction à Fernand Léger qui va jusqu'à une copie carrément intégrale de son style. Voilà. Je sais pas, Dominique est plus libre que moi pour ça, mais j'ai l'impression que j'ai quand même un petit handicap de ce côté-là. Je peux pas vraiment rentrer dans ce jeu de séduction à cause justement de cette, comment dirais-je, cette copie intégrale, mais vraiment au millimètre près, du style de Fernand Léger. Ouais. Alors moi effectivement, après on n'était pas non plus dans les ateliers, on sait que les artistes se copient les uns les autres, et en fait c'était une époque où les femmes restaient quand même beaucoup plus dans l'oubli, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, comment, qui a influencé qui, et qui, je pense qu'il y a quand même eu un travail, il y a eu, parce que quand on voit par exemple, elle fait des portraits au fusain, elle ne connaît pas Fernand Léger, elle a 15 ans, ces 3 portraits, ils sont magnifiques, ces 3 portraits au fusain, et on voit déjà quand même sa forme de visage qu'elle reprendra après. Alors, oui, et le graphisme, elle y était pas. Elle y était pas. Mais effectivement, quand elle travaille au début, qu'elle est élève de Malevich, elle fait des formes un peu comme Malevich, effectivement. Donc, d'ailleurs, ils le disent dans l'introduction d'exposition, qu'elle a été un petit peu peut-être éponge, oui. Complètement. Et d'ailleurs, après, elle a toute cette partie où elle fait ses aplats de couleurs, comme Fernand Léger, avec ses cernes noires. Bon, moi, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle a des natures mortes là qui me plaisent énormément, ces natures mortes aux poissons, enfin, et même ce qu'elle fait pendant la Résistance où il y a sa fille Vanda qui est là avec une corde au cou, des bouquets de fleurs. Enfin, moi vraiment c'est des tableaux qui me transportent. Enfin, non, elle a copié jusqu'à la perfection. Et ils ont côtoyé Hans Arp, et on voit d'ailleurs un moment, il y a un panneau où il y a des croquis, et oui, on retrouve les formes de 2 harpes tout en rondeur, en ondulation, et cette première partie d'exposition où c'est son panthéon de portraits, où il y a au moins une 50aine, voire plus de portraits qui sont quand même très très intéressants. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'elle fait elle. C'est là, elle a pas copié. Et donc c'est même après on peut même il y en a des critiques qui disent que Warhol ce serait presque du Warhol avant Warhol, parce que il y a le fond, c'est-à-dire qu'il y a un portrait qui est en noir et blanc avec du gris, enfin des cernes de visage. Là c'est assez extraordinaire. Et après le fond, il y a des 2-3 couleurs, un peu c'est pareil, tout en ondulation. Et il y a quelque chose de très très moderne dans ces portraits. Probablement, comme dit Warhol, en bon copieur aussi, il a probablement vu ces portraits et il s'en est fortement inspiré. Voilà, et j'ai même vu une petite vidéo où ça a été repris quand il y a eu la campagne d'Obama, où c'est le portrait d'Obama qui est repris comme ça, exactement à l'identique de ce qu'a fait Nadia Léger, quoi. Oh, non. Elle a été très influencée, mais elle a aussi beaucoup influencé des artistes modernes, voilà. Ah ouais, complètement. Et donc, par contre, après, donc sa dernière partie d'œuvre, là, moi, je suis moins réceptive. Elle retourne à Malevich avec le suprémaciste, et elle est fascinée par Yuri Gagarin, là, les fusées, et donc il y a plusieurs œuvres très abstraites qui représenteraient effectivement cette conquête russe de l'espace. Bon, là, moi, j'ai beaucoup plus de mal à être réceptive émotionnellement, en fait. Oui, parce que techniquement, c'est très bien fait, c'est très beau même, mais si vous voulez, on ressent rien. Voilà, il y en a peut-être qui ressentent des émotions en regardant ce style de peinture, mais nous, ça ne nous a pas vraiment fait frissonner. Voilà. Ouais, alors que toute la période, effectivement, où elle est plus dans le Fernand Léger, là, avec ces aplats de couleurs, moi j'aime beaucoup tous ces aplats. Il y a du orange, du vert, du rouge, avec le dessin, mais en fait les couleurs, c'est pas comme du coloriage, quoi. Ça dépasse en fait les cernes. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique là sur ces tableaux-là. Non, mais je peux pas discuter, disputer de la technique, parce que je pense qu'elle a une technique parfaite. C'est vraiment quelqu'un qui a un métier très sûr, qui a beaucoup appris au contact de Fernand Léger et de son académie. Mais bon, voilà. La chose, c'est que autant les œuvres de Fernand Léger m'émeuvent, autant les siennes, non.
Ah ouais, que moi j'ai vraiment. Mais parce qu'il y a ce truc derrière ma tête, là, c'est une copieuse, c'est une copieuse, c'est une Oui, copieuse. mais bon, moi je l'ai pas. Moi Oui, je vois la femme, donc c'est pour ça que je me place de son côté Non, non, en tant mais que ça- femme qui arrive de son petit village et qui, Oui, non, qui va mais- réussir, voilà, qui va surmonter tout ça et en plus quand même directrice d'atelier, donc c'est elle quand même qui corrigeait des artistes comme Nicolas de Staël, quoi. Donc c'est pas rien non plus. Bah, corriger Nicolas de Staël, c'est pas très difficile, hein, à mon avis. Non, mais je trouve que c'est quand même une femme puissante et c'est vraiment bien que le musée Mayol nous la fasse. Ah oui, la fasse absolument. connaître. Non, non, mais je conteste pas de l'importance de cette expo au musée Mayol. D'ailleurs, le musée Mayol, il fait pas des expos comme ça pour se gratter les sous le bras, hein. C'est vraiment des expos pensées, des expos. On sent qu'il y a une passion derrière tout ça. Mais bon, voilà, moi je suis pas. Je suis vraiment le type même du vieux con. Mais non, pas du tout. Et en fait, ouais, cette femme est devenue la milliardaire rouge parce qu'effectivement, Pourquoi milliardaire? parce qu'elle elle a hérité de l'œuvre de Fernand Léger quand même à son décès. Donc je crois que c'est justement Aymar du Châtenay qui disait ça en souriant parce que il disait que les mauvaises langues allaient voir un calcul à se marier avec Fernand Léger. Enfin bon, et probablement pas du tout parce que s'il n'y avait pas eu ce mariage et cet héritage, en fait, il n'y aurait pas ce musée Babio, il n'y aurait pas tout ça non plus, quoi. C'est aussi une femme qui, comme tant d'autres femmes d'artistes, a consacré énormément d'énergie à ce que l'œuvre de son mari puisse continuer d'être exposée. Par contre, elle, apparemment, n'a aucune œuvre dans les collections permanentes de musées, quoi. Peut-être ça viendra après l'exposition. Peut-être. Donc le parcours de cette exposition, il est plutôt agréable, hein. Tout à fait. Déjà parce qu'on arrive avec ce panthéon de portraits qui nous prennent quand même un peu d'un coup là quand on rentre. Après il y a un petit film justement des images de la Révolution russe. Alors là ça y est, on est à fond. Ouais, on est dans comment il s'appelait ce cinéaste russe là, qui a fait Potemkin et tout ça. Ah bah oui, mais justement, on a fait un portrait de ce cinéaste, Einstein, là. Ouais. Ouais, il y a un de ses portraits. D'ailleurs, dans ses portraits, on retrouve aussi Chagall, on va retrouver Daniel Casanova, Picasso. Enfin, vraiment, elle a été proche quand même de plein d'artistes. Elle était aussi très proche d'Aragon et d'Elsa Triolet. Et eux non plus, n'ont jamais remis en cause, justement, le stalinisme, alors qu'ils auraient eu toutes les raisons de le faire. Enfin, C'est vrai, parce qu'ils sont allés là-bas, mais bon. Ouais, on leur a pas fait voir non plus les choses les pires. Bon, mais non, mais ça fait aussi partie des limites de. Quand on lit les textes d'Aragon, on est quand même sous du sublime. Et quand on voit que Staline, ça les a pas fait bouger plus que ça, on comprend pas, quoi. Il y a plein des moments où il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, à raccorder complètement, quoi. C'est les mystères, quoi. Et donc cette Nadia Léger, effectivement, elle a travaillé entre figuration, abstraction. Elle a aussi pas mal d'œuvres de réalisme socialiste. Hein, donc au moment il y a des baigneuses, ces femmes, ces sportifs, costauds, enfin. Des femmes, quoi. Voilà, des femmes, des fortes femmes, quoi. Oui, pas des modèles, pas des mannequins. Voilà, donc, et après, donc, on circule dans l'exposition, on voit toutes ces différentes époques, et ça se termine par un petit film sur sa vie avec des images de l'époque. Enfin, et ça, c'est toujours, moi j'aime beaucoup quand même voir les gens évoluer dans leur milieu, dans les ateliers. Il y a pas mal de photos d'ateliers aussi, quoi. Oui, non. Vraiment, oubliez un petit peu mon ressenti et allez-y, parce que c'est vraiment une expo à visiter. Surtout le musée Mayol, c'est quand même pas rien du tout. Ouais. Alors quand même, l'ascenseur ne marche pas, donc c'est bon à savoir que l'expo commence au premier étage. Et ce qu'on a justement, parce qu'il y a une exposition dans les collections permanentes au deuxième, donc on n'y est pas retourné malheureusement, il y a un dialogue entre les œuvres de Mayol et les œuvres d'un sculpteur allemand qui s'appelle Markus Lüpers. Et ça nous, effectivement, il y a une petite sculpture en bas dans la boutique, il y en a une géante dans la cour du musée. Et voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a peut-être envie d'aller découvrir aussi, quoi. Et ce sont des bronzes peints. Voilà, mais c'est pas le premier sculpteur qui peint ces bronzes. Il y a Martin et compagnie, là, un sculpteur français que j'adore. Mais et d'autres, enfin comme comment il s'appelle, Baselitz aussi qui a peint des sculptures monumentales, voilà. Mais c'est quand même bouleversant, comme ressenti face surtout à celui de la cour là qui est vraiment un géant
et qui tient dans une main derrière lui une petite tête qui est complètement... Alors là, vous tombez quasiment à genoux. Ouais. Et bon, c'est dommage. On espère que l'ascenseur remarchera, que Robert puisse grimper au deuxième étage. Ah oui, parce que alors déjà, Il le premier, c'est un escalier en colimaçon qui vous donne le tournis, en plus de la difficulté, quoi. Non, je comprends pas d'ailleurs, parce que aucune personne avec 2 cannes ou avec un chose électrique pour se balader, il a accès aux connexions. L'ascenseur est en panne, en fait. Bah ils le disent sur le site à plusieurs reprises. Ou enfin, pourquoi ils le font pas réparer? Ça fait un moment qu'on y va, où l'ascenseur est en panne. Je sais pas, en tout cas. C'est des années. Si on aurait dû commencer par le deuxième, monter 2 étages d'un coup, et puis on aurait découvert l'œuvre de Marcus Lupers, qui effectivement nous faisait bien envie quand on est reparti, quoi. Alors qu'il lance un truc pour avoir des sous pour réparer l'ascenseur, qu'il fasse quelque chose, quoi. Alors, c'est un extrait des 4 versions historiques de l'hymne russe. C'est pas rien. Donc, maintenant, les expos. Donc, les expos, cette exposition Nadia Léger, une femme d'avant-garde au musée Mayol. Vous avez jusqu'au 23 mars. Damien de Roubaix à la BNF, en un jour si obscur, jusqu'au 16 février. Pollock, les premières années au musée Picasso jusqu'au 19 janvier. Jacques Prévert, le rêveur d'images à Montmartre jusqu'au 16 février. Josephson, sculpture au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 16 février, ainsi qu'une petite salle qui présente les œuvres d'Éric Dubuc jusqu'au 23 mars, exposition donc prolongée. Eugène Carrière, peintre et humaniste au musée Eugène Carrière, c'est jusqu'au 30 mars. Harriet Backer, la musique des couleurs au musée d'Orsay jusqu'au 12 janvier. Caillebotte, peindre les hommes à Orsay également jusqu'au 19 janvier. Les figures du fou au Louvre jusqu'au 3 février. Et José de Ribera au Petit Palais jusqu'au 23 février. Voilà, il y a de quoi s'occuper. Oui. Le culturel de la semaine. La semaine dernière, nous avons regardé le doc d'Arte sur Georges Grosz. Oui. Ah, une petite merveille, surtout pour les amateurs de Grosz. Hein. On n'en parle pas beaucoup en France. Non, c'est un... Comment on les appelait déjà? Les expressionnistes allemands. Les expressionnistes allemands, oui. Comme Nold, etc. Voilà, et qui avait un regard vraiment, comment on peut dire, destructeur sur la guerre, sur le nazisme, sur le nationalisme, voilà. Il n'était pas vraiment convaincu que c'était une bonne chose que de faire la guerre, parce que bon... Et qui a dû s'exiler aussi aux États-Unis,
qu'il a détesté cet exil où il ne pouvait plus rien faire pratiquement, tellement l'environnement l'écrasait, quoi, voilà, si on peut dire ça comme ça. Il y en a d'autres qui se sont éclatés là-bas, comme nos collabos français. Mais Gross, non. Et il est revenu en Allemagne après la guerre, et il est mort d'une crise cardiaque assis sur les ruines de la ville, voilà. Il avait retrouvé son quartier, mais enfin il avait retrouvé les débris de son quartier, voilà, qu'il aimait beaucoup. Enfin, il aimait beaucoup Berlin. Il se baladait souvent dans cette ville, voilà, cette capitale de la République de Weimar, qui était une capitale artistique extraordinaire, voilà, où on chantait, on dansait, on peignait, on sculptait, on gribouillait. Mais en même temps que dans les rues aussi, il y avait les défilés des chemises brunes, voilà, qui chantaient leurs conneries, et qui, à l'occasion, détruisaient des magasins aux enseignes israélites, voilà. Ouais. Et Georges Gross, il a dessiné tout ça, il a peint tout ça, et vraiment, c'est pas à la gloire de la population berlinoise. Ouais, et ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un immense dessinateur, quoi. Absolument. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Dessinateur, il était aussi graveur, il faisait des, comment dirais-je, des choses avec, comme celle que tu as là. La lithographie. La litho, ouais, voilà. Non, c'est vraiment dans l'histoire de l'art allemande, surtout berlinoise, parce qu'il a passé toute sa carrière à Berlin, hormis cette période d'exil, quelque chose de monumental. Mais il était en France. Oui, à Cassis, il adorait la France. Oui, avec son galeriste, lui a permis de passer quelque temps à Cassis, justement. Ouais. Et alors là, par contre, il a produit des œuvres commerciales, ouais, et on ne reconnaît pas du tout son style. Non, enfin, non. Vraiment, nous, on était c'est un peu glacé. C'était la demande de son galériste, qui a d'ailleurs dû abréger le séjour pour cause de quasi-ruine. Oui, c'est ça. À Berlin, ça devenait tellement chaud que les œuvres de Gross ne sont des plus. Quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que ces paysages n'ont pas du tout ce regard acerbe. C'est pas l'eau, c'est vraiment, c'est commercial. Ouais, voilà. Complètement. C'est la demande de son galeriste. On sent qu'il n'est pas très à l'aise, Gross, là-dedans, mais comme c'est un professionnel, bon, il avait besoin de manger aussi. Bah, il avait sa femme, il avait un enfant aussi. Ouais. Enfin, ouais. Quoi? Non mais attends, Radio Soupante, la station de Rapin, 100 fois sans loi et sans courbette, émettant depuis un carnier et diffusant sur internet arracaille.fr. Et le salut à nos amaches, Claude et André de la Nation. Pas terrible. Et l'autre, c'est quoi? Pas folichon. Pas folichon. C'est ce que disait ma maman. C'est Claude et André de la Nation. Ouais, c'est ce que disait ma maman. Claude et William de Brest, nos camarades, potes, qui sont sur la nouvelle Côte d'Azur française à Brest. On n'a pas de nouvelles, les amis. J'espère que vous allez bien. On peut leur en donner. Hein. Là, vous avez des nouvelles. Vous écoutez l'émission. Jean-Paul Souvrage, un immense peintre qui aime bien les sandwichs au jambon avec un petit coup de rouge, qu'on adore. On avait visité sa petite maison de Schnorr en briques, là, dans une petite rue de Schnorr, pavée, avec à la sortie de cette entrevue une pluie de Schnorr, mais carabinée. On s'en souvient, Jean-Paul, on s'en souvient. Claudine, une camarade de Kiomba, ma camarade Piquetio, qui aime beaucoup l'art, qui fréquente beaucoup les musées, les expos, avec son copain, son camarade de combat Laurent, Corinne, Emmanuel et Fredo, 3 potes artistes, une petite bande qui se fréquente assidûment, qui expose de temps en temps rue du Faubourg Saint-Honoré. Saint-Antoine, Saint-Antoine, pardon. Ils s'autonoment, mais c'est pas vraiment leur quartier.
Juliette Planck, une graveuse émérite en relégation à Rochefort-sur-Mer et qui anime aussi de temps en temps une émission sur Radio Bigaille. Sophie Villoutreix-Brache, une peintre graveuse, voyageuse, dont on aime le travail et la personnalité. Clément, le Van Gogh de la taille d'épargne qui grave sur tout ce qui bouge. Un fou de gravure. Agnès Dubart, une graveuse aussi, mais elle est en relégation en Bretagne Sud, après avoir voyagé en Ariège, et est partie de Lille, où on l'a rencontré pour la première fois. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, dont on aime beaucoup le travail et la personnalité. Alice Amoroso, une très très jeune graveuse, qu'on adore, et surtout son travail, comme celui de Raoul Vilouda, voilà, qui est un pote à Alice Amoroso. Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres, Odon et Raymond Imbert. Liliane et Laurence, deux écrivaines dont il ne reste plus qu'une. Liliane a fait ses bagages pour rejoindre les prairies du Grand Manitou. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, t'as des nouvelles? Je l'ai appelé la semaine dernière, ouais, bah ça va tout doux. Tout doux. Marie-Christine et Christophe, des militantes chez Militants Chimérique. Et là, ça ne doit pas y aller tout doux. Cécile, tu la sens ma cinquième puissance. Oui, Cécile, on la sent et on t'aime toujours. La Russe flamboyante, qui est maintenant une blanche comme les neiges, qui anime deux émissions sur une radio omni consacrée aux enfants et à leurs parents, et comme c'est une ancienne institutrice émérite, ces émissions sont écoutables. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Boron-Merlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu à Boron-Merlotte. Dominique Paul-Ardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, et qu'on aimait beaucoup et dont on chérit le souvenir, qui, avec sa maman Thérèse Franco, galériste aussi, ont secoué un peu la paillasse à l'histoire de l'art de Paris, au milieu de l'art de Paris. Marie Dognaud, qui est galériste de la galerie Kaléidoscope, dont on aime beaucoup les expos aussi. Ces galeries sont... C'est pas ces galeries. Ces murs, ces 6 messes sont souvent enchantés. Antoine Manoury, petit trio de musicos, Chama Piqué, connaît, elle est la seule en France à les connaître, enfin elle les connaît. Ouais, mais ils passent nulle part, c'est pas drôle. Ah oui, c'est bien ce que je dis. Anna Sinoratska, une peintre polonaise émérite dont on aime beaucoup le travail. Vous êtes à l'écoute de l'émission sur notre blog ararakai.fr. Et tout de suite, on se finit avec Mélismel, Faut vivre. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre.
Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé. Faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit. Le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise. Faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.